Depuis ses débuts, il fut au service de la guerre avec une orientation militaire pour la dynastie millénaire de l'époque. La dynastie Tang mérite qu'on s'en souvienne, car durant cette époque de grandes batailles et conquêtes, il fut nécessaire d'établir une méthode de sélection des meilleurs guerriers, au moyen d'un concept de lutte appelé Taleitai, lutte sur plateforme. Ces concours d'arts martiaux consistaient en de puissants combats sans règles ni limite de temps, réalisés sur une plateforme élevée à 3 mètres de hauteur, appelée Leitai. Les participants déployaient toutes leurs forces et le combat ne se terminait que lorsque l'un des deux tombait de la plateforme ou se retrouvait dans l'impossibilité de poursuivre. Cette forme primitive de compétition est le véritable précurseur de ce que l'on appelle aujourd'hui Sanda ou Sanshou. Dans ce DVD, nous vous montrerons un important résumé de ce qu'est le Sanda Ming Chuan, comment on travaille et une série de techniques les plus utilisées en combat. Nous montrerons ce matériel technique en vous apportant les connaissances suffisantes pour vous introduire au merveilleux univers du combat Sanda. Ce travail de mouvement et défense, tout en étant élémentaire, est l'une des parties les plus importantes dans le travail du Sanda. Garde. La position de garde en Sanda doit être très équilibrée et détendue pour réagir très rapidement, aussi bien en défense qu'en attaque. Menton bas, main avant à hauteur du subnasal, avec un angle du coude de 90 degrés approximativement. Main arrière collée au menton, jambes séparées à hauteur des épaules, genoux à moitié fléchis. Les pieds en parallèle sur une ligne diagonale et avec un poids équilibré à 50% sur chaque jambe. Chute. Apprendre à tomber en Sanda est très nécessaire du fait de la grande quantité de projections que l'on réalise. Dans les chutes, il est très important de prendre contact avec le bras avant de le faire avec le corps sur le sol. Et d'immédiatement se protéger la tête pour éviter des possibles attaques, en se relevant toujours sans appuyer les mains, car elles doivent être en garde.
Déplacement. Les déplacements, que ce soit en défense ou en attaque, doivent être effectués à grande vitesse. Et il est très important qu'entre eux, nous nous retrouvions toujours dans la position de garde, parfaitement équilibrés, et que nous soyons suffisamment détendus pour nous déplacer agilement. Chaque déplacement, suivant la direction et l'angle réalisé, nous aidera à réaliser de manière plus efficace une série de techniques concrètes. Distance. Lorsque nous travaillerons la tactique dans le combat ou dans un affrontement réel, la distance par rapport à l'adversaire jouera un rôle crucial, car cette distance nous donnera la possibilité de travailler certaines techniques ou certaines autres, suivant ce qui nous convient. Hors de distance. C'est la distance où, depuis notre position, ni nous ni l'adversaire ne parviendrait à frapper avec aucune technique, sauf si nous nous déplacions ou si nous faisions un pas pour entrer dans une autre distance. Distance longue, où nous atteindrions notre adversaire, ou le contraire, seulement avec des techniques de jambes longues. Distance moyenne, c'est la technique où nous nous toucherions avec des coups de poing et de main, ou avec des techniques de jambes de distance courte, comme les coups de pied aux jambes. Distance courte. C'est la distance où entreraient des techniques de très court parcours, comme les coudes et les genoux, et où nous pourrions réaliser des saisies de l'adversaire pour déséquilibrer, luxer, etc.
Distance corps à corps. C'est la distance où nos corps entrent en contact pour la réalisation de projections, ou bien où nous utilisons le clinch pour éviter les attaques de l'adversaire. Travail au sol. Dans ce type de travail, nous trouvons une autre série de distances indépendantes, en fonction de la position par rapport au sol des deux adversaires. Blocage. En ce qui concerne les blocages en Sanda Ming Chuan, que ce soit avec les bras ou avec les jambes, ils doivent être réalisés plutôt comme des coups, car le contact que nous avons avec l'adversaire ne doit pas être défensif, mais au contraire offensif, créant une douleur chez l'attaquant continuellement. Les blocages ne doivent pas être réalisés seulement avec la force et l'inertie du bras ou de la jambe qui bloquent, mais ils doivent être exécutés de la même manière que les coups d'attaque, avec tout le corps, débutant le mouvement depuis nos pieds, passant par nos genoux et par nos tranches, et se terminant par notre technique. Esquive. Dans les esquives, contrairement au blocage, nous évitons le contact dur, mais nous continuons de travailler de manière offensive, profitant de l'inertie de l'attaquant pour réaliser notre objectif. Avant l'attaque de l'adversaire, nous devons,
soit esquiver complètement l'attaque en évitant le contact avec lui, soit faire un contact minimum sur l'attaque de l'adversaire en redirigeant celle-ci là où cela nous intéresse le plus pour obtenir dans les deux cas une meilleure position et prendre une distance de sécurité ou réaliser un contre avant l'adversaire. Technique de frappe. Dans les techniques de frappe, nous devons conserver une relaxation absolue du corps pendant tout le parcours de celle-ci, sauf au moment final où nous nous tendrons pour frapper et nous reviendrons à nous détendre immédiatement pour poursuivre notre attaque ou nous déplacer à une distance sûre. Cela nous permettra d'être beaucoup plus rapides et efficaces lorsque nous atteindrons notre objectif. Comme en sanda, les saisies sont permises pour les déséquilibres et les projections, la vitesse d'exécution des techniques et l'efficacité de la zone frappée jouent un rôle très important, que ce soit pour réaliser une attaque au KO ou en tout cas pour empêcher une contre-attaque possible de l'adversaire. Voici les deux parties fondamentales lors de leur exécution. L'exécution technique de chaque mouvement spécifique et le résultat final de celui-ci. Autrement dit, comment frapper et où frapper. Comment frapper et sa visée technique, c'est une chose que l'on apprend normalement dans tous les dojos. Et c'est ce que nous vous montrons ici. Exécution correcte, vitesse, puissance, respiration, etc. Où frapper, c'est l'apprentissage exhaustif de tous les points vitaux du corps, connaissant le mouvement qui exécute l'organisme en étant frappé et les effets provoqués par celui-ci. Pour pouvoir arriver à ces points avec une grande précision, il est très important que la technique et la vitesse d'exécution, dont nous avons parlé précédemment, se compénètrent, créant un coup presque parfait, faisant en sorte de ne pas donner le temps de réagir à l'adversaire pour dévier son point vital de notre technique. De cette manière, nous économisons de l'énergie en ne lançant que des coups clairs, faisant le plus grand dommage possible avec chacun d'eux.
Technique de balayage et de projection. Balayage. On appelle balayage le déséquilibre de l'adversaire, en lui ôtant seulement un point d'appui des deux qui existent. Projection. On appelle projection le déséquilibre complet de l'adversaire, lui ôtant les deux points d'appui, le faisant tomber brusquement par terre. Les balayages et les projections dans le travail de Sanda sont une partie fondamentale de son arsenal technique. Dans les projections, on utilise principalement trois types de forces. Une force brusque et sèche, Fa Jing, et une force souple, Hua Jing. Dans un combat, l'utilisation des deux alternativement est nécessaire, bien que le plus important soit l'usage d'une troisième force, qui est celle de notre adversaire. Il faut absorber la force de notre adversaire, ne pas lui résister, mais au contraire, l'accompagner dans son mouvement. Cela implique l'utilisation de la force souple, la force qui transforme et qui fait retourner la force de notre adversaire contre lui-même. Que ce soit par balayage ou projection, l'exécution correcte doit se faire grâce au déséquilibre de sa ligne centrale, à travers un mouvement antérieur comme peut être une technique de coup, une saisie, une traction, une poussée, un déséquilibre de l'adversaire, ou en utilisant et absorbant la propre énergie et l'inertie du mouvement pour continuer nous-mêmes avec une autre. Il est très important, pour que nos techniques de projection soient efficaces, que nos déplacements soient très rapides et bien équilibrés, prenant le moins de risques possible, les réalisant les plus collés possibles aux techniques d'attaque de l'adversaire, sans lui donner le temps de réagir.
Vale.
Contre-projection. Les contre-projections peuvent être travaillées de deux manières, évitant la projection de l'adversaire et parer l'attaque, ou continuer avec un de nos contres vers l'attaquant. Continuer, nous laissant porter par la projection de l'adversaire, absorbant son énergie et l'inertie du mouvement, devenant nous-mêmes l'attaquant et terminant avec une autre projection. Pour être efficace au moment de réaliser les contre-projections, est fondamentale la relaxation physique et mentale pour profiter de l'énergie de l'adversaire et de ses mouvements pour notre bénéfice. Technique de combat. Technique de combat en compétition officielle. Pendant le combat, le compétiteur devra porter des gants de boxe, un casque, un plastron, des protections pour les tibias et les pieds, sur pieds déchaussés. Tout cela unifié. Le t-shirt et le pantalon devront être de la même couleur que l'équipement de protection et le compétiteur devra utiliser son propre protecteur buccal et une coquille en dessous des vêtements. La couleur de l'équipement protecteur sera rouge ou noir. On peut employer des techniques d'attaque et de défense de n'importe quel style ou école de Kung Fu. Les zones valides qui ponctuent en frappant sont la tête, le tronc, les cuisses et les jambes. Les zones non valides sont la partie postérieure de la tête, le cou, la gorge et l'entrejambe. Les méthodes interdites sont attaquer l'adversaire en utilisant la tête, les coudes ou le genou. Pousser ou frapper en direction contraire au mouvement naturel des articulations. Faire tomber l'adversaire sur la tête, sur la plateforme, ou délibérément l'écraser ou le maintenir en bas avec le poids. Attaquer la tête d'un adversaire tombé avec une technique de jambe. En compétition non officielle, on peut avoir les mêmes exigences que dans les compétitions officielles, mais il existe d'autres compétitions extra-officielles organisées par des associations nationales ou internationales où ce règlement varie. Ces variations dépendent du type d'événement organisé. Les variations les plus importantes sont la validité des techniques de genoux et dans certains cas, des techniques de coude, les immobilisations au sol et l'absence de certaines des protections officiellement utilisées comme le casque, le plastron et les jambières. Dans certains cas, ces combats sont appelés professionnels et on y donne une bourse d'argent. Dans certains cas également, on peut remplacer la plateforme élevée, l'eitai, par un ring. En Chine, il existe un type de compétition professionnelle appelé Sanda Wang, roi du Sanda, dont les caractéristiques essentielles sont similaires au règlement officiel, mais avec des particularités comme l'utilisation du ring au lieu d'un leitai, l'absence de protection sauf les gants et la coquille, les coups de genoux permis, 5 rounds au lieu de 3 et à la fin, l'affrontement des vainqueurs de chaque poids pour proclamer le champion. La durée de ce championnat est de plusieurs mois. Il est retransmis par la télévision chinoise
où il a atteint une grande cote de popularité. Self-défense. En Sanda Ming Chuan, la self-défense est le principal objectif de l'enseignement des élèves. L'apprentissage commence avec les qualités physiques et les techniques de frappe, de défense et de projection. On poursuit avec l'orientation de toutes ces techniques vers la compétition, où nous apprendrons à nous défendre et attaquer de manière presque réelle, mais avec un règlement. Enfin, une fois que nous possédons une base technique et physique importante et un contrôle mental et tactique du combat de compétition, nous passons à l'apprentissage du combat réel ou self-défense, où il n'y a pas de règlement qui nous sauve de certains coups et de certaines circonstances. Ici, nous apprendrons de manière plus complète les points vitaux, le travail du Chin-Na ou des luxations et du contrôle sur les articulations, le travail au sol, les immobilisations, les étranglements et le maniement, l'attaque et la défense d'armes courtes comme le bâton court, le couteau, le kubotan, etc. et différentes armes quotidiennes comme un téléphone portable, un parapluie, une ceinture, une corde, etc. La différence entre le combat réglementé et le combat réel, c'est que nous devons chercher le coup définitif dès le début de l'affrontement, sans cesser, jusqu'à trouver notre sécurité, que ce soit par chaos, immobilisation ou fuite, et utilisant absolument tout, nous gouvernant seulement par la loi établie et nos critères humains, en fonction de qui et de ce que nous rencontrons dans l'affrontement. Au cours d'un combat réel, nous ne devons laisser à aucun moment une liberté de mouvement à l'attaquant. Au contraire, il ne doit pas avoir une seconde pour respirer. Il doit sentir la douleur dès le début de l'affrontement. Ça ne lui permettra ni de penser, ni de réagir. Le niveau de nos attaques dépendra du fait que je sois un civil recevant une attaque à main nue ou armé, que j'appartienne au corps de sécurité de l'État ou que je sois un militaire dans un conflit guerrier. Mais au cours de notre apprentissage, nous devons penser au pire.